Bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres qui marquent l'actualité ce soir. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la Banque africaine de développement et le FIDA, a procédé au lancement officiel du projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique. Et à l'international, la COP29 à Bakou, la réduction du financement climatique exaspère les pays du Sud. Le ministre de l'Éducation nationale a participé à la conférence mondiale sur la formation professionnelle en Chine, mettant en avant les avancées et les défis de Djibouti dans ce domaine. La suite dans cette séquence. De l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moussafa Mohamed Mahmoud, accompagné des conseillers techniques tels que M. Mohamed Abdi, Mme Ron Saïd et du directeur de communication du CRIPEN, Hussein Abdillahi, ont participé à Tianjin du 20 au 22 novembre à la conférence mondiale sur le développement de la formation professionnelle Session 2024. Placé sous la thématique l'innovation dynamise l'avenir et le savoir-faire façonne nos vies, cet événement de grande envergure a rassemblé plus de 1000 participants composés des ministres, d'ambassadeurs, de hauts fonctionnaires, d'experts et d'industriels venus de 77 pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Éducation de la République populaire de Chine. À cette occasion, le ministre de l'Éducation chinois a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de la formation professionnelle comme levier de développement économique et social et du bien-être de l'individu. Dans son allocution, il a mis en exergue la nécessité de renforcer les systèmes éducatifs à travers des collaborations internationales pour élever les défis du monde moderne tels que la révolution numérique et la transition écologique. Peu après la cérémonie d'ouverture, le ministre a participé à une séance parallèle dédiée aux échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Lors de cette session qui portait sur la thématique la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, il a prononcé un discours axé sur les progrès réalisés par Djibouti en matière de formation professionnelle ainsi que les défis et les perspectives. Dans son intervention, le ministre a indiqué que plus de 77% de la population djiboutienne est composée de jeunes et que cette formidable force pour l'avenir doit être accompagnée d'une formation adéquate pour qu'ils puissent contribuer pleinement au développement économique et social du pays. Et la conférence s'est conclue par un consensus international pour renforcer la coopération en formation professionnelle auquel Djibouti a activement contribué. De l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moussafa Mohamed Mahmoud a pris part à une table ronde regroupant 32 ministres de l'éducation des pays participants, présidée par le ministre de l'Éducation de la Chine. Cette rencontre a permis de mener des discussions approfondies sur les principaux défis à relever pour renforcer la formation professionnelle dans le monde. Les échanges ont mis en lumière plusieurs enjeux cruciaux tels que le besoin de renforcer les compétences numériques, d'assurer une formation de qualité pour tous et de garantir une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail. Les ministres ont également souligné la nécessité d'une coopération internationale accrue pour répondre à ces défis. Ils ont convenu que les partenariats renforcés et les échanges réguliers entre les pays peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration des systèmes de formation. Ces échanges de bonnes pratiques et d'expériences visent à harmoniser les standards internationaux et à partager des approches novatrices dans ce domaine. À l'issue de la table ronde, l'ensemble des ministres présents ont entériné à l'unanimité le consensus de Tianjin, un accord visant à renforcer la collaboration internationale en matière de formation professionnelle. Consensus marque un engagement commun pour une approche plus inclusive et innovante. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la Banque africaine de développement et le FIDA, a lancé le projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique, PEJAC.
Doté d'un budget de 57,4 millions de dollars, ce projet vise à renforcer la résilience au changement climatique tout en créant 3500 emplois permanents et 2300 temporaires, ciblant particulièrement les jeunes et les femmes. Axé sur un modèle agricole durable, le projet ambitionne de réduire la dépendance alimentaire du pays de 30 à 40 grâce à une production accrue de cultures maraîchères. Près de 12 000 ménages répartis dans plusieurs régions et zones périurbaines en bénéficieront directement, touchant indirectement plus de 240 000 consommateurs. Le projet repose sur trois piliers: améliorer les systèmes de production, développer un agrobusiness inclusif et renforcer la gestion coordonnée tout en intégrant les enjeux environnementaux et de genre. Écoutez le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Communauté et notre environnement. Cet atelier poursuit des objectifs bien précis. Donc, il sera présenté les projets Projac et ses objectifs. Nous offrirons une vision claire des défis que ces projets entendent relever, des cibles qu'ils visent à atteindre, des résultats escomptés, le renforcement des collaborations sectorielles. Le succès du PJAC repose sur une synergie entre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour garantir une approche inclusive et globale. Une sensibilisation aux opportunités offertes. Nous souhaitons que chaque participant comprenne pleinement les bénéfices potentiels de ces projets et les opportunités qu'ils présentent pour notre communauté. Cet événement sera enrichi par des interventions d'officiels qui partageront leur vision, leur engagement envers le PJAC. Nous comptons également sur votre participation active aux discussions, car vos idées, vos expériences et vos points de vue sont essentiels pour enrichir ce dialogue. Je tiens à souligner que les partenaires locaux ont joué un rôle clé dans la formulation du PJAC. À ce stade de son exécution, leur engagement, tout comme celui de l'ensemble des parties prenantes, reste primordial pour assurer le succès de ces projets. Le représentant de la Banque africaine de développement a souligné l'importance de l'adaptation au changement climatique à travers l'entrepreneuriat des jeunes. Nous l'écoutons. Excellences, Messieurs les ministres, à moins de 10 mois après, nous sommes dans cette salle réunie pour vous présenter effectivement les résultats des défis que vous aviez lancés. Le premier défi, c'était de changer de paradigme. Et là, effectivement, le PJAC, projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes face au changement climatique, c'est un projet qui a comme principe majeur de développer l'agribusiness. L'agriculture comme business, pas seulement comme un mode de vie, une agriculture qui crée des emplois, une agriculture qui crée de la richesse. Et on voudrait voir à la fin de ce projet avoir au moins 200 jeunes djiboutiens qui créent des entreprises et qui, comme notre président le dit toujours, deviennent en fait des millionnaires. Donc en 5 ans, on voudrait voir 200 millionnaires dans cette salle qui font de l'argent, qui créent des emplois à partir de l'agriculture. Le deuxième défi, c'était par rapport à la taille du projet. Et là, je suis heureux de vous annoncer, Excellences, Messieurs les ministres, que le projet actuel annoncé à 57 millions de dollars américains, ce qui est déjà énorme. Et dans 2 semaines, je pense, on va avoir notre projet, le Préfol, qui sera approuvé par les conseils. Et c'est encore pratiquement 28 millions de dollars. Donc, à la fin de cette année, le ministre de l'Agriculture aura mobilisé pour le Djibouti au moins 80 millions de dollars, ce qui est absolument important et fondamental pour nous. Parce que pour vous donner une mesure de comparaison, notre portefeuille de la Banque africaine de développement à Djibouti n'est que d'à peu près 53 millions de dollars. Donc on passe de 53 millions de dollars avec un seul projet de 80 millions, ce qui est absolument important. Le troisième défi que vous avez lancé, Excellences, Monsieur le ministre, c'est de faire un projet qui va réduire les importations. Je crois comme pays, en quête de votre souveraineté alimentaire, vous aviez souhaité réduire les importations alimentaires d'au moins 30 à 40%. Et ce projet, justement, prend cet objectif là-bas. En 5 ans, nous pensons que ce projet peut doubler déjà la production de cultures maraîchères de 4 000 tonnes à pratiquement 8 000, 9 000 tonnes. Et je crois que c'est possible, et c'est le défi que les ministres nous lancent, et je pense que nous sommes en mesure de remplir ce défi-là. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances a quant à lui mis en avant l'importance de ce projet financé par la Banque africaine de développement et le FIDA pour soutenir les jeunes et stimuler l'entrepreneuriat face aux défis du changement climatique. On l'écoute. La technologie a permis à beaucoup de pays
dans le même contexte climatique que Djibouti, transcender les contraintes naturelles qu'imposait donc le climat de Djibouti. Donc le maître mot, c'est la technologie qui permet aujourd'hui, ou qui doit nous permettre de rêver. Rêver de faire l'agriculture autrement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas me mal comprendre que l'agriculture de résilience pour les communautés vulnérables dans les régions de l'intérieur ne mérite pas d'être accompagnée. Ça, c'est une priorité. Ça fait partie de grandes priorités que nous avons, garder, maintenir cette population vulnérable dans les régions de l'intérieur en leur offrant les voies et moyens pour produire, pour survivre eux-mêmes et faire vivre autour d'eux. En ce moment, au centre clé, il y a une expérience qui est en train de se passer. Ce n'est pas de l'hydroponie, mais c'est de l'aéroponie qu'ils sont en train de faire avec une expérience canadienne. Ils ont commencé également les premiers résultats. Mais tout cela, c'est en phase pilote. Comment rendre maintenant, comment passer à une autre envergure? C'est notre ambition dans ce projet. Comment arriver modestement 30 à 40% de notre production nationale à Djibouti par les Djiboutiens. Si nous avions des difficultés en termes de ressources, oui, j'ai mis 10 millions sur le fonds de Djibouti pour pouvoir être en mesure de mobiliser les 70 millions restants. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 80 millions de dollars. 80 millions de dollars qui doivent nous permettre de mobiliser maintenant tous les entrepreneurs nationaux pour qu'ils puissent se lancer dans ces projets, sous la forme de facilitation d'accès au site, parce que c'est notre responsabilité au niveau du gouvernement à les aider à déblayer les terrains et à prendre en charge une partie de ces dépenses dont les entrepreneurs, ceux qui veulent prendre le risque, souhaitent être partagés avec l'État. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que c'est une initiative stratégique pour encourager l'implication des jeunes dans la lutte contre les effets du changement climatique. Voici un extrait de son intervention. De PEJAC de 58,4 millions de dollars couvre l'ensemble du territoire. Il va falloir trouver des entrepreneurs pour s'adonner à l'agriculture, comme il a dit Omar Hussein, comme il a dit Ilyas Omar Hussein. Il a prouvé que cette agriculture qui se fait autrement est possible à Djibouti. Je voudrais également ajouter qu'au niveau de l'autorité des ports et des eaux franches, l'agriculture hydroponique a été réalisée également. Mais c'est des petites choses qui ont été réalisées parce qu'ils sont bien entourés. Il y a toute la technologie à côté, il y a le savoir-faire. Je voudrais que des Djiboutiens, pas impossible, au niveau des Djiboutiens, quelqu'un qui a le savoir-faire et dont on peut le faire, accès au crédit, nous on procède aux aménagements de faire 200 tonnes à l'hectare et c'est possible. Je crois que le moment est venu avec ces entrepreneurs. Ne regardez pas les nomades, c'est vous les Djiboutiens, certains ici présents, qu'il va falloir s'adonner à l'agriculture de type moderne, à ce nouveau paradigme. C'est un grand défi. Il va falloir faire ce travail et nous allons vous accompagner au niveau du crédit, au niveau du savoir-faire, au niveau de la commercialisation. Le ministère de l'Agriculture est à votre côté. Le projet a un montant global de 58 millions de dollars, 58,5 millions de dollars. C'est financé par la Banque africaine de développement à travers le Fonds africain de développement, donc c'est un don. La facilité d'appui à la transition, FAT, c'est un don. Et le guichet d'action climatique, c'est un don encore. Et d'autre part, un prêt du FIDA d'un montant de 10 millions sur les 80 millions qu'on a mobilisés. Il faut saluer
le ministre des Finances et de l'Économie qui a vu que tout est possible et que cette mobilisation de ressources financières a pu se faire grâce à une injection, une initiative au niveau de Djibouti de 10 millions de dollars qui a pu mobiliser ces 80 millions de dollars. Je voudrais dire encore que les partenaires seront également à nos côtés. Si ce projet réussit, qui va durer 5 ans, réussit, d'autres projets similaires vont se reproduire et déjà nous avons le préfol qui va se réaliser incessamment. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahima Elmi Mohamed, était l'invité du 15h. Qui a fait l'objet d'appel à compétition. Djibouti a participé, a soumis sa proposition. Parmi 300 propositions, il y a eu 90 qui ont été retenues. Et parmi les 90 qui ont été retenues, les 20 derniers, Djibouti faisait partie. Et c'est pour ça que dans ces projets-là, 90% sont de dons et 10% sont de prêts. Dans le cadre du plan stratégique de développement agricole de notre ministère, il y avait 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'était la lutte contre la soif. Cette lutte a été gagnée aujourd'hui à Djibouti. Quand il y a sécheresse, on n'a plus ces mortalités et ces sinistrés qui s'est déplacés dans l'ensemble du pays. Deuxième point, c'était l'appui aux groupes vulnérables. Dans l'ensemble du pays, nous avons pu mobiliser avec les partenaires des projets qui ont donné accès à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs, à des projets. Mais c'était des projets destinés aux groupes vulnérables. Le troisième axe de développement du secteur primaire, c'était l'appui des sources de croissance, c'est-à-dire ces projets-là. Ces projets-là, c'est un projet destiné aux jeunes dans le cadre d'un développement de l'agrobusiness. C'est ça la différence avec ces projets-là. C'est un nouveau paradigme. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui qui souhaitent s'orienter vers le secteur de la pêche puissent bénéficier des accès au financement, des terrains agricoles aménagés, et nous sommes prêts à les accompagner dans le cadre de ces projets. Donc les projets vont toucher directement à peu près 80 000 personnes, donc soit environ 12 000 ménages, et va indirectement impacter à peu près 240 000 personnes. Et toutes les régions du pays sont concernées, notamment Djibouti et sa périphérie, Arta, Obok, Tadjoura, Dikhil et Al-Sibi. Donc c'est un projet qui est vraiment transversal et qui va couvrir l'ensemble du pays. Effectivement, ces projets à court terme, c'est de créer à peu près 200 PME avec de jeunes entrepreneurs, créer 3500 emplois directs, 2300 emplois indirects, ça ce sont les retombées immédiates. À moyen terme, c'est de réduire la dépendance alimentaire de minimum de 30 à 40%. Comme vous le savez, Djibouti importe plus de 90% de ses produits maraîchers des pays limitrophes. Donc ces projets vont immédiatement, dans les 5 ans à venir, réduire de 30 à 40% notre dépendance alimentaire. Et à long terme, il faudra qu'avec ce type de projets puissent contribuer à l'augmentation de la balance commerciale et à la contribution positive du PIB national. Comme chaque année, l'Agence nationale des personnes handicapées lance cette semaine la Semaine nationale du handicap, une initiative majeure pour promouvoir l'inclusion et célébrer la diversité. Pour cette édition, le thème choisi est Soutenons l'inclusion, célébrons la diversité du handicap. L'objectif est clair, sensibiliser davantage la population aux droits des personnes en situation de handicap tout en valorisant leur rôle dans notre société, qu'il soit social ou professionnel, sous la direction de M. Doualé Saïd Mahamoud, directeur général de l'ANPH. Cette semaine sera marquée par une série d'activités variées. Au programme, l'inauguration de nouvelles antennes, des campagnes de sensibilisation dans les écoles, des sorties aux îles et même des formations spécifiques destinées à divers publics. Une mobilisation générale qui inclut les acteurs publics, privés et bien sûr la société civile. Un rendez-vous annuel essentiel pour rappeler que l'inclusion n'est pas seulement une idée, mais une responsabilité partagée par tous. Et par la suite, une cérémonie officielle
a marqué le début d'une nouvelle ère pardonnez-moi, pour l'inclusion des personnes handicapées dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, et la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Loufa Ismaël Abdo, ont inauguré donc les nouvelles antennes de l'ANPH, intégrées dans le ministère des Affaires sociales. Ces antennes incarnent une avancée significative pour améliorer l'accès aux services sociaux en les rendant plus proches et plus accessibles aux usagers. Ce partenariat entre l'ANPH et une ambition société inclusive où chaque citoyen, quelles que soient ses capacités, bénéficie des mêmes chances. Avec ces 6 nouvelles structures réparties dans les arrondissements de Djibouti-Ville, les personnes en situation de handicap pourront bénéficier d'un accompagnement renforcé dans un cadre conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques. Une initiative qui illustre parfaitement la volonté de rapprocher les services des usagers tout en renforçant les actions en faveur de l'égalité des chances, une étape clé donc vers une société plus solidaire et plus inclusive. Le directeur général de l'ANPH, donc de Ali Saïd Mahmoud, a déclaré que la cérémonie d'aujourd'hui marque un tournant pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires sociales et l'ANPH. Cette initiative, a-t-il dit, vise à faciliter l'accès aux personnes aux services sociaux et à promouvoir l'inclusion. Nous devons, a-t-il dit, redoubler d'efforts pour approcher ces personnes des solutions adaptées, a-t-il affirmé. Écoutons maintenant la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Loufa Ismaël Abdou. Un réel plaisir et un honneur toujours d'être aux côtés de l'Agence nationale des personnes handicapées, placée sous la présidence de la République. Cette agence qui a vu le jour en 2019 a eu plusieurs réalisations, machallah, et je remercie et je félicite le leadership de M. Doualé, le directeur général de l'ANPH, qui en moins de 5 ans a fait vraiment des réelles avancées dans le domaine de la protection et également des droits des personnes handicapées en République de Djibouti. Aujourd'hui est encore un pas supplémentaire. Nous avons donc, avec l'excellence de notre collaboration et de notre partenariat avec la NPH, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert également les guichets sociaux, tous les guichets sociaux de la capitale et Inch'Allah bientôt aussi ceux des régions, pour les partager avec la NPH. Donc ils auront désormais un représentant au niveau des guichets sociaux. C'est ce que le président de la République a toujours voulu dans sa politique sociale, c'est de faire des guichets sociaux intégrés. Donc aujourd'hui, nous faisons un grand pas dans ce domaine et donc les personnes auront des guichets à proximité pour venir déposer leurs doléances et attendre également les réponses de leurs doléances. Donc ces bureaux sont partagés aussi bien par les guichets sociaux et les animateurs sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités que par donc les animateurs et les assistants sociaux de l'Agence nationale des personnes handicapées. C'est un grand pas dans la collaboration de nos institutions, c'est un grand pas pour rendre meilleur notre service public, surtout notre service public dans le domaine de la politique sociale du président de la République. Vraiment, j'exhorte tous les ministères sociaux et d'ailleurs les institutions qui œuvrent dans le social d'être ensemble et de travailler ensemble main dans la main pour que la politique sociale et les réalisations et puis les résultats du président de la République puissent être palpables. Je remercie encore une fois l'excellence de la collaboration de l'ANPH qui, depuis sa création,
Et dans l'actualité également, le lancement de l'atelier d'évaluation du système de contrôle alimentaire en République de Djibouti s'est tenu ce matin au Kepensky Palace Hotel, organisé par le ministère du Commerce en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cet atelier vise à examiner les conclusions de l'évaluation, approuver les recommandations et établir une vision commune pour renforcer le contrôle alimentaire. L'événement a rassemblé des acteurs clés, notamment le secrétaire général du ministère du Commerce, le directeur général de l'Agence djiboutienne des normes, ainsi que des autorités et techniciens compétents issus de différents départements et agences impliqués dans le contrôle alimentaire. Durant les 3 prochains jours, les participants analyseront et classeront par ordre de priorité les recommandations formulées lors de l'évaluation. Ils débattront également de la validation d'un plan d'action stratégique essentiel pour renforcer le système de contrôle alimentaire à Djibouti. Ce plan, une fois adopté, permettra de mieux protéger les consommateurs djiboutiens contre les risques liés aux produits de mauvaise qualité. Lors de son intervention, le directeur général de l'Agence djiboutienne des normes, Awale Hassan Jama, a souligné l'importance de ce projet pour la protection des consommateurs djiboutiens. Il a rappelé, vous l'entendrez, que sa validation constituerait une avancée majeure dans le domaine de la sécurité alimentaire. On l'écoute. Et pour essayer de mettre en place une stratégie nationale pour le contrôle sanitaire des produits alimentaires consommés à Djibouti, le but était de répondre à une multitude de questions élaborées sur un document de FAO avec les experts de FAO. Il y a eu 1500 entrants et sur la base de ces réponses djiboutiens, on prépare durant les 3 prochains jours une discussion entre les différentes parties prenantes afin de mettre en place la manière la mieux adaptée pour l'économie nationale djiboutienne. Comment pourrait-on assurer la sécurité sanitaire des aliments, surtout pour les produits importés à Djibouti et les produits aussi produits à l'intérieur du territoire national. Le but de cet atelier est de définir les priorités, les zones prioritaires, les risques pour le consommateur djiboutien et afin d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi comment mieux coordonner les différentes parties prenantes djiboutiennes, comment faire en sorte qu'il y ait une synergie entre les différentes parties, éviter le doublon, répartir l'aspect financier et le budget de la mise en place de la stratégie, essayer de déterminer des fiches projets réalistes et facilement applicables dans le court et moyen terme afin, comme je vous disais, d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. C'est un aspect assez important, non pas uniquement pour l'être humain, mais pour aussi l'aspect animalier et végétaux. Donc c'est pour ça que les différents ministères étaient là aujourd'hui. On espère que cela aboutira le 28 du mois à la validation de cette stratégie nationale, en espérant que on pourra financer, on pourra réaliser, on pourra appliquer la stratégie d'ici l'année 2025. Dimanche dernier, Feu Ahmed Zini Farah est décédé à Bruxelles. À travers ce reportage, nous rendons hommage à la mémoire d'un géant du cinéma et de la télévision, créateur et visionnaire. Ses œuvres ont marqué des générations entières, bien que ses réalisations soient nombreuses et qu'il serait impossible de toutes les évoquer ce soir. Nous nous attarderons sur les moments clés de sa carrière. Ce reportage préparé par Abdulrahman Chibachi et commenté par Mohamed Abdulrahman est signé par la rédaction. Après des études en économie politique et en cinématographie, Feu Ahmed Zini Farah regagne le pays en 1980. Alors que la République de Djibouti vient d'arracher son indépendance il y a 3 ans, Ahmed Zini Farah cherche à faire profiter de son savoir-faire la télévision nationale en tant que premier réalisateur djiboutien. C'est pourquoi il va se lancer très vite dans la réalisation de plusieurs reportages, des téléfilms, mais aussi la couverture médiatique de grands événements, comme l'intronisation du sultan de Tadjoura en 1985. Sa passion pour le métier de réalisateur va le conduire à observer et s'intéresser davantage à la société, des faits et pratiques qu'il va relater à travers ses courts et longs métrages. Des œuvres qui vont marquer des générations de Djiboutiens qui ne reconnaissent pas aujourd'hui les films comme Le Mirage
ou encore et surtout le Grand Moussa, où il met à l'affiche une personne de petite taille sans emploi, rejetée par la société et qui décide de devenir un escroc. Ce fut d'ailleurs un de ses plus grands succès. Des œuvres telles que L'homme et la tentation et des tiroirs des enfants continuent de marquer les esprits. Plusieurs de ses réalisations lui vaudront des participations à des festivals régionaux ou africains, des radios et télévisions arabes du Caire, en Égypte. Puis celui de l'audiovisuel de l'Afrique francophone à Bamako, au concours des prix Transtel Urtina de Nairobi, pour ne citer que ces quelques exemples. Ses contributions au rayonnement de l'image du pays lui permettront de gravir les échelons, de reconnaître son travail. C'est pourquoi, en 1996, il sera nommé directeur adjoint de la radio-télévision de Djibouti. Cette reconnaissance se manifestera aussi de la part du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui va l'élever et décorer en 2014 d'une médaille d'officier d'honneur. Plusieurs récompenses donc à son actif comme ici à Djibouti en reconnaissance de toutes ses œuvres. Tout au long de sa carrière, Feu Ahmed Dini Farah s'est distingué par son humilité, sa rigueur professionnelle et son sens du service. Au-delà de ses compétences techniques et de son professionnalisme, Ahmed Dini Farah était un homme de valeur, respecté de ses collègues et apprécié pour son esprit de collaboration. Il savait allier travail rigoureux et bienveillance, offrant conseil et soutien à ceux qui débutaient dans le métier, tout en restant humble et toujours disponible. Sa disparition laisse un vide dans le monde de l'audiovisuel à Djibouti. Mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses contributions et notamment les films qu'il a réalisés et pour lesquels il a été distingué. Sa famille, ses amis, ses collègues, ainsi que toute la communauté médiatique se souviendront de lui comme d'un homme humble, engagé et dévoué qui a su marquer de son empreinte l'histoire de la radio et de la télévision de Djibouti. Repose en paix, Ahmed Dini Farah. Tu resteras pour toujours dans nos cœurs. Et dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et face à l'augmentation de la population flottante, la police nationale a mené jeudi dernier une vaste opération de contrôle. Objectif, renforcer la sécurité et combattre l'immigration clandestine. Lors de cette intervention, 490 personnes en situation irrégulière ont été arrêtées et transférées au centre de rétention administrative de Nagad. Ces opérations pilotées par la direction de la sécurité et les compagnies d'intervention se déroulent chaque soir dans plusieurs quartiers de la capitale. Les autorités ciblent en priorité les zones identifiées comme des foyers d'activité illégale, notamment la vente des stupéfiants et les lieux d'habitation précaires occupés par des migrants en situation irrégulière. Et bien, l'objectif de ces actions est de dissuader l'immigration clandestine tout en renforçant la lutte contre l'insécurité. Ces descentes qui mobilisent d'importants moyens humains et logistiques se poursuivront de manière régulière dans les secteurs jugés sensibles. À Obok, le sport a une nouvelle fois réuni les cœurs et les esprits. Hier, la finale du tournoi interquartier organisé par les bénévoles Kamil Salah et Moussa Mohamed sous l'égide du service des sports s'est tenue dans une ambiance festive au complexe sportif d'Obok. Un événement marqué par la présence du président du conseil régional qui a donné donc le coup d'envoi entouré du sous-directeur du complexe et des animateurs sportifs. La rencontre a opposé deux équipes très motivées, le FC AMMK et le FC Plateau. Après un match intense et compétitif, c'est finalement le FC Plateau qui a décroché la victoire, marquant ainsi un moment fort pour ses supporters.
Ce tournoi n'est pas qu'un simple événement sportif, il reflète l'engagement des organisateurs et met en lumière la passion des habitants d'Obok pour le football. Une belle démonstration de l'unité et de l'énergie qui anime cette région. Dans l'actualité internationale, en bref et en images, à la COP 29 à Bakou, la proposition de 250 milliards de dollars d'ici 2035 a indigné les pays en développement, estimant ce montant largement inférieur à leurs besoins. Jugé peu transparent et reposant en partie sur des prêts, ce financement alimente leur frustration et leur désillusion envers les engagements des nations riches. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de votre aimable attention.